Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on zoome sur l'Afrique du Nord, une région vraiment en pleine mutation géopolitique. Et au milieu de tout ça, il y a l'Algérie qui joue une partition assez singulière. Oui, tout à fait. Ce qui est frappant, c'est sa capacité, ou du moins sa volonté, de dialoguer avec tout le monde. Les États-Unis, la Russie, la Chine, tout en gardant des liens forts avec l'Europe. C'est un vrai numéro d'équilibriste, on peut dire. Ça intrigue beaucoup. Effectivement. Et pour tenter de comprendre un peu mieux, on va s'appuyer sur des analyses assez récentes, notamment une transcription vidéo qui décortique vraiment la stratégie géopolitique, mais aussi la doctrine militaire de l'Algérie. D'accord. Ces sources, elles nous donnent une base pour explorer ça. C'est ça. Elles offrent un aperçu, disons, de la manière dont Alger se voit et veut être vu dans le monde. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter cette mécanique. Euh, Comment cet équilibre diplomatique est-il construit? C'est quoi la logique de cette doctrine militaire qu'on dit strictement défensive? Mhm. Et puis, comment l'Algérie fait-elle pour garder son indépendance dans cette décision? Ça a l'air d'être le point crucial pour elle. Oui, absolument. Et on verra que l'Armée nationale populaire, l'ANP, est présentée comme un peu la clé de voûte de tout ça. C'est central, oui. Les analyses insistent beaucoup sur ce positionnement unique, un non-alignement, mais actif, pas juste rester neutre et attendre. C'est pas la Suisse, quoi. Non, pas vraiment. C'est plus une volonté de fixer ses propres règles du jeu dans ses relations internationales. Ça demande une gestion très fine, forcément. Alors, pour y voir plus clair, on va regarder plusieurs points importants qui ressortent. D'abord, cette fameuse doctrine militaire. Défensive, dissuasive, d'accord, mais concrètement. Oui, qu'est-ce que ça implique vraiment? Ensuite, l'équilibre diplomatique. Rome, comment ça se passe au quotidien avec Washington, Moscou, Pékin, Madrid? Et puis les moyens militaires qui soutiennent tout ça. Les sources parlent d'achats importants, aviation, sous-marins. Oui, défense aérienne, drone aussi. Et il y a ce chiffre qui revient, une portée de l'aviation de plus de 4000 km. Il faudra voir ce que ça signifie stratégiquement. D'accord. Et ce lien qu'on nous présente comme essentiel entre la force militaire et l'indépendance, politique, économique même. Comment une armée puissante peut servir de bouclier, en quelque sorte, pour la souveraineté globale. Il y a même une allusion rapide à la relation avec la France sous cet angle. Intéressant. Et enfin, le dernier point, le rôle régional, l'économie. L'Algérie ne pense pas qu'à se défendre, elle se voit aussi comme un acteur en Afrique, en Méditerranée. Oui, comme un moteur pour le développement économique africain. On mentionne une foire commerciale panafricaine récente à Alger comme exemple. Très bien. Alors, commençons par la doctrine militaire. Les documents insistent défensive, dissuasive. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà des mots? Au-delà de l'affirmation, ça voudrait dire, d'après ces analyses, que toute la structure militaire est pensée pour protéger le territoire national, pour le sanctuariser. Sanctuariser, d'accord. L'objectif n'est pas d'aller conquérir ou de dominer à l'extérieur, mais d'avoir des capacités tellement fortes que le coût d'une attaque contre l'Algérie serait tout simplement inacceptable pour l'agresseur potentiel. C'est la définition classique de la dissuasion, en fait. Exactement. Rendre l'option militaire contre soi trop risquée, voire impensable. Et les textes qu'on a étudiés montrent que l'armée algérienne communique là-dessus, pour assurer aussi sur le fait qu'elle n'a pas d'intention agressive. Donc l'idée, ce serait on est fort pour se défendre, mais on ne cherche d'ennui à personne et on ne sera le pion de personne contre quelqu'un d'autre. C'est ça l'esprit. C'est tout à fait ça qui ressort. Garder une égale distance, refuser d'être entraîné dans les conflits entre les grands blocs, c'est présenté comme la condition même pour garder sa souveraineté, son autonomie de décision. Une constante de leur politique étrangère, on dirait. Oui, depuis longtemps. Et la doctrine militaire, du coup, elle est vue comme un outil direct au service de cette indépendance politique qu'ils défendent bec et ongle. Ce qui nous amène assez logiquement à l'équilibre diplomatique. Parce que gérer des relations militaires, stratégiques, avec les États-Unis, la Russie, la Chine, en même temps, c'est de la haute voltige quand même. Ah oui, c'est clair. Et les sources insistent sur ce n'est pas juste une façade. Il y a de vraies coopérations concrètes avec tous ces acteurs. Washington, Moscou, Pékin, mais aussi des Européens importants comme l'Italie, l'Allemagne. Exactement. On note la fréquence des visites de délégations militaires de haut niveau de tous ces pays. C'est interprété comme un signe qu'ils reconnaissent ce rôle un peu spécial de l'Algérie. Et peut-être qu'ils font confiance, d'une certaine manière, à sa prévisibilité. Mais comment ça marche concrètement? Est-ce qu'il y a des domaines de coopération spécifiques avec chacun?
Les sources donnent des détails là-dessus? Ils ne vont pas forcément dans le détail de chaque contrat, non. Mais elles suggèrent une approche très pragmatique. On coopère là où il y a un intérêt mutuel et toujours dans le respect de notre souveraineté. Donc ça peut être l'achat de matériel, la formation. Oui, le renseignement, la lutte antiterroriste, la technologie. Ce qui est vraiment mis en avant, c'est la diversification systématique, pour ne jamais dépendre trop d'un seul pays. C'est un refus clair de l'alliance exclusive. Tout à fait. Plutôt un réseau de relations multiples qui donne le plus de marge de manœuvre possible. L'Algérie chercherait à être un point de contact, un pont potentiel. Plutôt qu'un pion sur l'échiquier des autres. C'est l'idée, oui. Un pont, d'accord, mais un pont bien gardé. Ce qui nous ramène aux capacités militaires. Les sources parlent d'un arsenal conséquent, moderne. Est-ce que cette diversité d'équipements, aviation, sous-marins, etc., c'est juste le résultat de la diversification des fournisseurs? C'est en partie lié, oui. Acheter russe, chinois, peut-être avec des composants d'ailleurs, ça découle de cette politique d'équilibre et ça évite la dépendance technologique. Mais c'est surtout l'échelle et la modernité de cet arsenal qui sont soulignés. L'objectif, c'est quoi alors? C'est de donner des moyens crédibles à cette doctrine de dissuasion. Il ne suffit pas d'avoir des armes, il faut avoir les bonnes, en quantité et à jour technologiquement pour vraiment décourager les autres. Et ce chiffre qui revient, les 4000 km de portée pour l'aviation, c'est significatif. Si c'est exact, oui, c'est très significatif. Ça montre la profondeur stratégique que l'Algérie vise. 4000 km, ça veut dire pouvoir intervenir si besoin loin de ses frontières pour défendre un intérêt vital ou répondre à une menace lointaine et pouvoir revenir. Donc ça renforce la crédibilité de la dissuasion. Énormément. Ça montre que la défense ne se limite pas à la frontière immédiate, mais qu'on peut agir en profondeur. Ça donne une autre dimension à la posture défensive, bien au-delà de la simple garde-côte, si on veut. D'accord. Donc on a une armée présentée comme forte, moderne, capable d'agir loin, mais explicitement pour la défense et la dissuasion. Ce qui est intéressant et que les sources mettent en lumière, c'est le lien direct fait entre cette puissance militaire et l'indépendance générale du pays, y compris économique. Comment s'est articulé ça? Oui, c'est un point fascinant que les documents soulignent bien. L'idée que la force militaire n'est pas une fin en soi, mais un outil indispensable pour garantir une autonomie de décision plus large, politique, mais aussi économique. Comment ça alors? L'argument, c'est qu'une défense crédible protège des pressions extérieures, que ce soit pour influencer la politique intérieure, la diplomatie ou même les choix économiques stratégiques. En gros, être respecté militairement permettrait de mieux protéger sa souveraineté économique. Et l'exemple de la France, il est évoqué comment? Très brièvement, vous disiez. Oui, avec prudence, mais l'idée suggérée, c'est que face à ce qu'Alger pourrait percevoir comme des tentatives d'influence de l'ancienne puissance coloniale, eh bien, la réalité de la puissance militaire algérienne actuelle, ça change la donne. Ça crée une dissuasion indirecte. Pas une menace directe, donc. Non, pas du tout. Plutôt un facteur de contexte. Ça rappelle que l'Algérie a les moyens de faire respecter ses choix, y compris dans des négociations économiques ou des discussions diplomatiques. Ça créerait un rapport de force moins déséquilibré. La puissance militaire donnerait plus de poids, en somme. Je vois. La force militaire comme une base pour déployer une diplomatie et une économie plus indépendantes. C'est un peu le mariage du hard power et de l'affirmation de souveraineté dans notre domaine. On peut le voir comme ça, oui. Les analyses suggèrent une vision intégrée, défense, diplomatie, économie, tout ça y est, et orienté vers l'autonomie nationale. Et ça ne concerne pas que les grandes puissances. Ça a aussi une dimension régionale. Exactement. Très marqué même. Justement, parlons-en. Ce rôle régional, économique, l'Algérie ne veut pas juste se défendre, elle veut être un acteur moteur en Afrique, en Méditerranée. Comment ça se manifeste, d'après les sources Pistoff? Elles mettent en avant une volonté algérienne de renforcer son influence, mais de manière constructive, sur le continent africain. Ça passerait par un soutien clair aux projets d'intégration économique, au développement intra-africain. Et la foire commerciale à Alger? Oui, l'organisation récente de cette foire internationale du commerce intra-africain, qui a apparemment bien fonctionné, est citée comme un exemple concret de cette stratégie. L'idée, c'est de se positionner comme une puissance stable, bien sûr, mais aussi comme un pôle économique qui peut tirer le continent vers le haut. Donc, si on résume, on a une stratégie à deux jambes. D'un côté, la force militaire dissuasive, qui garantit l'indépendance, Mhm. et de l'autre, une projection d'influence économique et diplomatique, surtout vers l'Afrique. C'est une bonne synthèse de la vision présentée. C'est une excellente synthèse de ce qui ressort des documents, oui. L'Algérie chercherait vraiment à combiner ces deux aspects, être solide chez soi pour la défense et être un catalyseur économique pour la région.
Tout ça en gardant ce cap du non-alignement et de l'autonomie. C'est un équilibre complexe. Si on devait vraiment retenir l'essentiel de tout ça, quels seraient les points clés de l'analyse de ces sources? Je dirais 4 choses. Premièrement, la singularité de cette posture algérienne. Ce non-alignement actif, cette façon de parler à tout le monde, même aux rivaux, c'est assez unique aujourd'hui. D'accord. Deuxièmement, la centralité de la doctrine de dissuasion. Une armée forte, oui, mais communiquée comme étant là pour défendre, pas pour attaquer. Pas d'ambition expansionniste affichée. Et les 2 derniers points? Troisièmement, ce lien très fort qui est fait entre les capacités militaires et l'autonomie politique et économique. La force armée comme condition pour pouvoir agir librement. Et enfin, quatrièmement, cette double ambition. Puissance défensive crédible chez soi et influence économique et diplomatique croissante, surtout vers l'Afrique. Ouais, d'accord. Voilà, ces 4 piliers semblent vraiment structurer la stratégie algérienne, telle que décrite dans nos sources. Et pourquoi c'est important de comprendre ça aujourd'hui pour quelqu'un qui suit l'actualité mondiale? C'est pertinent à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un cas d'étude super intéressant de stratégie de non-alignement à une époque où on pousse tout le monde à choisir son camp. Est-ce que c'est encore possible? Comment? Ça interroge, oui. Ensuite, ça aide à comprendre les équilibres ou les déséquilibres en Afrique du Nord et en Méditerranée. Une zone clé. Comprendre l'Algérie, c'est comprendre une partie de ce qui s'y joue. Logique. Et puis enfin, ça montre comment un pays essaye de maximiser son indépendance, son influence, avec ses propres moyens, son histoire, face aux pressions mondiales, en jouant sur la défense, la diplomatie, l'économie. C'est une leçon sur les différentes manières de chercher à affirmer sa souveraineté. C'est vrai que ça donne une grille de lecture plus nuancée que les blocs habituels. Tout à fait. Et comme toute stratégie, surtout aussi ambitieuse, ça pose forcément des questions pour l'avenir. Justement, pour finir, quelles questions ou quelles réflexions on pourrait laisser ouvertes après cette discussion? Une question qui découle assez naturellement, je trouve, c'est... Cette posture d'équilibre, elle est au cœur de tout, mais elle est difficile à tenir, surtout avec la polarisation mondiale qui s'accentue. Alors, jusqu'où l'Algérie pourra-t-elle maintenir cette ligne sans être obligée à un moment ou à un autre de faire des choix d'alignement plus nets? C'est la grande question sur la durabilité. C'est une excellente question. Ou alors, dans un autre registre, on pourrait se demander si l'Algérie réussit ce pari de combiner puissance militaire défensive et investissement économique panafricain, qu'est-ce que ça va changer à long terme dans ses relations avec les grandes puissances, mais aussi avec ses voisins immédiats, au Maghreb, au Sahel? Voilà, 2 questions qui montrent bien que la trajectoire de l'Algérie, c'est vraiment un sujet à suivre de près, avec des enjeux importants pour toute la région et même au-delà. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet, basé sur les sources qu'on avait. Merci à vous, c'était un échange passionnant.